Signe avertissement, ce récit est une œuvre de fiction inspirée par les thèmes du courage et de la justice. Il ne relate aucun événement réel. Son contenu convient à tous les publics et vise à promouvoir des valeurs humaines. Conte moral, thème sensible, maltraitance impliquant un nourrisson. Public averti. Si je garde le silence, cet enfant n'aura peut-être pas la force d'atteindre la fin de la semaine. Ces mots, à peine murmurés, s'échappèrent des lèvres de Sandrine, la nouvelle femme de ménage, tandis que ses doigts tremblaient sur le tissu de son tablier bleu. Son regard s'était figé sur le vide, envahi par un pressentiment glacial, une certitude viscérale qu'elle aurait préféré ignorer. À cet instant, elle comprit enfin pourquoi le fils du millionnaire Stéphane Lemaire s'étiolait jour après jour, comme une fleur privée de lumière, et pourquoi Valérie Dubois, la fiancée irréprochable, défendait le berceau du nourrisson avec une vigilance presque obsessionnelle. Un souffle d'effroi parcourut le corps de Sandrine, la laissant frigorifiée de l'intérieur. Le bébé n'avait que 7 mois. Sa mère, disparue à la suite d'un accouchement tragique, laissait derrière elle un vide que même l'or ou les honneurs ne pouvaient combler. 2 mois à peine après ce drame, Stéphane avait présenté Valérie à la société, une femme sublime, élégante jusqu'à la déraison, semblant tout droit sortie d'une affiche de parfum. Mais derrière cette perfection de magazine se cachait une froideur de marbre. Le petit pleurait à peine, d'une voix fragile comme un souffle d'hiver. Son corps semblait trop léger, sa peau trop pâle, et son aspect fragile trahissait une grande faiblesse. On évoquait une alimentation spéciale, une formule prescrite pour sa santé délicate, mais l'explication sonnait creux. Dans cette demeure de campagne, vaste et silencieuse, quelque chose sentait la tromperie, un parfum d'hypocrisie flottant dans l'air aussi lourd que les tentures de velours. Le soupçon de Sandrine prit forme lorsqu'elle surprit Nicolas Martin, le chauffeur, sortir à pas feutrés du couloir menant à la chambre de l'enfant, tenant à la main un petit objet suspect. Ce simple détail fit naître en elle une peur sourde, ce qui se tramait ici dépassait tout ce qu'elle pouvait imaginer. Et sans le savoir encore, le pire restait à venir. Avant de plonger dans cette histoire, dites-moi, de quelle ville m'écoutez-vous? Et surtout, quelle heure est-il chez vous? J'aime sentir cette connexion entre tous les coins de la francophonie du Québec à Dakar, de Bruxelles à Marseille. Accrochez-vous, ce récit va remuer quelque chose en vous. C'est une histoire de silence, de courage, et d'une femme ordinaire qui aperçut ce que personne n'osait regarder. Sandrine était de celles qu'on ne remarque pas, mais dont la présence se ressent. Elle faisait son travail en écoutant à la radio des chants doux, apaisants, tandis que ses gestes précis révélaient une mémoire étonnante et une observation presque instinctive. Elle voyait tout, la poussière dans un recoin, un verre déplacé de quelques centimètres, ou un sourire trop parfait pour être sincère. Et peu à peu, elle avait remarqué un schéma inquiétant, chaque fois que Stéphane partait en voyage d'affaires, Valérie verrouillait la porte de la chambre du bébé. Elle prétendait qu'une infirmière de confiance passerait plus tard mais personne ne venait jamais. Et chaque retour du petit au réveil était plus inquiétant, il semblait vidé, sans appétit, le regard voilé, comme perdu dans un brouillard intérieur. Un matin, en remplaçant le sac poubelle de la cuisine, Sandrine fit une découverte qui lui glaça le sang. Sous les déchets ordinaires, des anomalies inquiétantes sur les tétines. Qui pourrait vouloir affaiblir un enfant déjà si fragile, pensa-t-elle, le cœur battant. Guidée par un instinct qu'elle ne comprenait pas elle-même, elle glissa l'une des tétines dans un petit sachet plastique et la cacha dans la poche de son tablier. Ce soir-là, la maison vibrait au rythme d'une réception somptueuse. Les lustres illuminaient les visages des invités, le cristal tintait, les rires fusaient. Pourtant, derrière cette façade de fête, l'air semblait chargé d'une pourriture invisible, comme si les murs eux-mêmes retenaient leur souffle devant tant de faux-semblants. Stéphane Lemaire, malgré sa fortune et son influence, n'était pas un homme cruel. Il était simplement épuisé, consumé par son deuil et son travail. Ses journées s'enchaînaient entre vols internationaux, signatures et réunions. Lorsqu'il rentrait, il tentait encore d'être père, mais ses épaules ployaient sous le poids de son empire. Valérie, quant à elle, avait le visage d'un ange et le cœur d'une stratège. Elle gérait la maison avec une autorité polie mais implacable, les horaires, les ordonnances, les visites, tout passait par elle. Et souvent, Sandrine surprenait des murmures étouffés derrière les portes, Valérie et Nicolas échangeaient des regards complices, des messages qu'ils effaçaient aussitôt, téléphone en mode silencieux, comme s'ils orchestraient un secret que nul ne devait percer. Et ce soir-là, au milieu des éclats de rire et des bulles de champagne, Sandrine sut que quelque chose, dans cette maison, finirait par éclater pas avec fracas, mais avec la froideur lente d'une vérité qu'on ne peut plus étouffer. Sandrine voyait tout,
notait tout dans un coin de son esprit, comme une caméra silencieuse qui ne dort jamais. Mais à mesure que les jours passaient, sa colère grandissait, sourde et brûlante. « Mon Dieu, donnez-moi un signe », pria-t-elle en silence, les yeux levés vers la fenêtre où la lumière de l'aube glissait à travers les rideaux. Le signe arriva. Ce matin-là, le bébé eut un haut le cœur, et un liquide grisâtre s'échappa de ses lèvres tremblantes. Une odeur anormale s'éleva dans l'air. Sandrine blêmit. Elle saisit le biberon, le porta à son nez, et un frisson lui parcourut la colonne vertébrale. Quelque chose n'allait pas. Il y avait dans ce lait un goût suspect, une trace qui trahissait une intention cachée. Tout indiquait que quelque chose n'allait pas avec ce biberon. Ce soir-là, la grande maison de campagne vibrait d'une agitation mondaine. Un dîner somptueux se préparait pour des investisseurs. Les flashs des photographes éclataient comme des éclairs d'été, les rires forcés rebondissaient contre les murs, creux et tranchants. Valérie, drapée dans une robe d'un bleu froid, trônait au centre de la scène, un verre à la main, sourire calculé. Nicolas, toujours à une distance mesurée, rôdait autour d'elle, son ombre fidèle. Pendant ce temps, dans la chambre à l'étage, le bébé suffoquait de chaleur et de solitude, sa voix rauque n'obtenant aucune réponse. Sandrine entra doucement, referma la porte derrière elle et murmura « Je suis là, mon petit trésor ». Elle le prit dans ses bras, sentit contre sa poitrine le battement faible mais obstiné de son cœur. Puis, suivant son instinct, elle descendit à pas feutrés jusqu'à la cuisine, prépara un lait simple, pur, sans la moindre amélioration douteuse, et lui en donna de petites gorgées. Le nourrisson agrippa le biberon avec la force d'un naufragé retrouvant la mer. Au même moment, dans le salon, un reportage diffusé à la télévision encensait Valérie, exemple de belle-mère dévouée, disait la voix off. Sandrine leva les yeux vers le plafond. Dans la chambre d'enfant, la vérité avait une odeur anormale de trahison. Elle prit une photo des biberons suspects et du petit flacon incolore oublié derrière un rideau. Ce fut le moment où tout bascula. Elle détenait désormais une preuve petite, mais suffisante pour briser un empire. Le lendemain, son choix était fait. Soit je me perds en essayant, soit cet enfant s'éteindra seul, pensa-t-elle. Elle demanda une heure de permission, prétextant devoir chercher des médicaments pour sa mère malade, et partit en courant vers le petit centre de santé du village voisin. Là-bas, Chloé, la cousine de sa voisine, travaillait comme technicienne de laboratoire. Le matériel était rudimentaire, mais l'analyse rapide parla d'elle-même. Chloé leva les yeux, hésita, puis dit d'une voix basse, « C'est anormal. On détecte des substances non identifiées. » Cette phrase traversa Sandrine comme un coup de tonnerre. Elle reprit la route. Tremblante de rage et de peur. Au portail, Nicolas l'attendait, adossé à la grille, sourire narquois au coin des lèvres. « Alors, on a disparu, lança-t-il, moqueur. Sandrine le fixa droit dans les yeux. « J'étais partie prier, » répondit-elle calmement. Un silence s'installa, puis Nicolas éclata d'un rire forcé. Mais dans ses pupilles brillait un éclat fugitif, la peur des lâches. Et quand la peur s'installe, les plans les plus sombres se précipitent. Dans l'après-midi, Stéphane annonça qu'il devait partir pour une petite ville de Provence afin de conclure un contrat important. Valérie joua la tristesse, serra l'enfant contre elle le temps d'un chronomètre, puis le remit à une nouvelle nounou, Manon. Une jeune femme au visage étranger, aux gestes maladroits. Elle vient d'une agence, expliqua Valérie d'un ton léger. D'aucune agence, pensa Sandrine en silence, observant les mains hésitantes de la jeune femme. Plus tard, dans le garage, Nicolas faisait briller la berline noire de son patron, concentré comme un artisan. Sandrine s'approcha avec son seau et son chiffon, feignant l'indifférence. À travers la vitre, elle aperçut la boîte à gants entr'ouverte, des enveloppes Kraft empilées, et suspendues au crochet, un porte-clés d'une auberge de bord de route, un lieu modeste. Bien loin du standing de la maison. Quel genre de chauffeur d'un homme aussi riche garde ce souvenir? La réponse s'imposa, un homme distrait. Parce que son esprit appartenait à quelqu'un d'autre. Et cet autre portait le parfum de Valérie. La nuit tomba, enveloppant la demeure d'un calme menaçant. Le vent froissait les rideaux, la pendule battait l'air comme un cœur mécanique. Dans le bureau, Valérie s'était enfermée avec Nicolas. Des murmures, des rires étouffés filtraient sous la porte, mêlés à une odeur d'essence et de parfum trop cher. Tapie dans l'ombre, Sandrine vit leur silhouette se rapprocher derrière le rideau. Elle serra son téléphone, enclencha l'enregistrement.
Chaque mot, chaque souffle fut capté, plus que quelques jours, mon amour. Quand le testament sera signé, plus rien ne nous arrêtera point demain soir, on augmente et plus de contrôle. Ces mots furent pour Sandrine comme un coup de poignard glacé. Elle recula brusquement, heurta une petite table, manqua de faire tomber un vase. Un silence brutal tomba sur la pièce. La porte du bureau s'ouvrit. « Il y a quelqu'un » lança Valérie, d'une voix tranchante. Le cœur battant à se rompre, Sandrine s'enfuit jusqu'aux toilettes des invités, éteignit la lumière, s'adossa à la porte. Dans la pénombre, elle pria sans un son. Elle venait d'échapper de peu à la découverte. Mais alors que son souffle se calmait, un bruit étrange retentit. Ce n'était pas un cri d'enfant. C'était un cliquetis discret, venu de derrière le mur. Intriguée, elle sortit prudemment, longea le couloir, passa sa main sur le papier peint. Une irrégularité. Elle tira doucement un grand tableau, et un compartiment secret se révéla. Peu profond, dissimulé avec soin. À l'intérieur, des photographies. Et sur ces clichés. Quelque chose que Sandrine aurait préféré ne jamais voir. Valérie et Nicolas se trouvaient dans une petite auberge au bord d'une route secondaire, dissimulée derrière des pins détrempés par la pluie. À la lueur froide d'une lampe halogène, Valérie signait un document face à un homme inconnu, le regard voilé d'une fausse assurance. Non loin de là, Nicolas remettait discrètement une enveloppe brune à une femme en blouse blanche, dont le badge indiquait « Docteur ». Et sur le bureau, presque caché sous une pile de papier, une clé USB portait une simple étiquette « Plan B ». Le monde de Sandrine chancela. Tout devint flou, comme si l'air même s'était épaissi autour d'elle. Elle glissa précautionneusement les éléments dans la poche de son tablier et se fit une promesse silencieuse, « Si je tombe, je tomberai en ayant tout dit ». Mais elle ignorait encore que le jeu dans lequel elle venait d'entrer cachait une dernière pièce, plus sombre que tout le reste. Quelques jours plus tard, Valérie organisa un brunch de charité dans le jardin d'hiver, parmi les nappes immaculées et les rires mondains. Stéphane, déjà épuisé par le travail, y fut convié, accompagné d'un avocat à la voix douce et au sourire trop parfait, Philippe Dupont. « C'est juste une petite mise à jour, mon cher », murmura Valérie en lui glissant un stylo. Trop fatigué pour résister, Stéphane signa la première page du dossier, promettant de tout relire plus tard. Sandrine, qui servait le café, observa la scène depuis l'ombre. Elle vit le geste précis de Valérie, la substitution d'un dossier par un autre, un échange si fluide qu'il aurait pu passer pour un simple mouvement de main. Une escroquerie élégante, presque artistique. Nicolas, lui, semblait au bord du gouffre, ses mains tremblaient lorsqu'il sortait son téléphone, effaçant les messages avant même de les lire. Chaque sourire que Stéphane adressait à son fils ravivait dans ses yeux une jalousie acérée, presque maladive. Et chaque biberon préparé par leurs soins semblait endormir l'enfant d'un sommeil trop lourd, trop immédiat. Sandrine décida de ne plus attendre. Elle lança sa propre contre-offensive, silencieuse, méthodique. Ce que la nouvelle nounou, Manon, devait donner au bébé, Sandrine l'échangeait discrètement contre du lait normal, conservant le biberon trafiqué comme preuve. Les jours se mirent à compter à rebours, chacun plus angoissant que le précédent. Profitant d'une réunion de Stéphane à l'extérieur, elle se glissa dans son bureau. Sur le bureau, 2 signatures, celle, fluide et élégante, de Stéphane, et une autre, grossière, tremblait. Info. Son cœur accéléra. Elle prit des photos, encore et encore, chaque cliché sauvegardé sur son téléphone et sur un brouillon de mail caché dans un compte oublié. Soudain, la sonnette retentit. Un pédiatre, recommandé par Valérie, venait pour « rassurer » le père. Mais dès qu'il parla, Sandrine reconnut un accent forcé. Un souvenir la frappa, cet homme, elle l'avait déjà vu à l'auberge. Et sur son trousseau, un même porte-clés d'hôtel bon marché. Sous prétexte d'aller chercher un chiffon, Sandrine descendit au garage et ouvrit la boîte à gants du véhicule de service. Là, entre des enveloppes froissées, reposait un cachet suspect portant un nom médical. Le puzzle se mettait en place, Nicolas, le chauffeur, était le messager de toute cette supercherie. Dans les toilettes du personnel, la porte verrouillée derrière elle, Sandrine inséra la clé USB dans son vieux téléphone. L'écran vacilla, puis les vidéos apparurent, Valérie donnant des consignes compromettantes sur le biberon, Nicolas se plaignant du coût des médicaments, et la soi-disant docteur Fournier expliquant, d'un ton professionnel, comment de manipulation de médicaments pouvait affaiblir l'appétit d'un nourrisson sans éveiller le moindre soupçon. Le dernier dossier, nommé « Plan B »,
décrivait un plan de mise en scène pour piéger une employée pour accuser une employée jugée, émotionnellement instable. Sandrine fixa son reflet dans le miroir, son visage blême, ses yeux agrandis par la peur. C'était elle, la cible. Un cri monta dans sa gorge, mais elle le retint, avalant sa panique comme un goût de fer. Ils ne me feront pas taire. Elle cacha la clé USB dans l'ourlet de son pantalon, un repli que personne ne penserait à fouiller, puis sortit des toilettes en gardant son pas calme, mesuré. Mais une ombre, quelque part, l'observait déjà. Ce soir-là, Valérie l'attendait dans l'office, un sourire aux lèvres, un de ces sourires trop lisses qui glacent le sang. Sandrine, approchez. Dites-moi. Vous aimez l'argent? La femme de ménage baissa les yeux. Je préfère le respect. Valérie s'avança lentement, son parfum capiteux flottant dans l'air comme une menace sucrée. 50 000 € maintenant, 50 000 de plus quand vous aurez disparu. Le mot « quand » pesa lourd, plein d'avertissement. Derrière elle, Nicolas jouait avec un câble de caméra, le débranchant d'un geste distrait. Sandrine fit mine de réfléchir. « Je peux voir le bébé d'abord? Après. » Alors, c'est non. Elle fit demi-tour. Un geste d'intimidation fendit l'air comme un coup de vent sec. Les yeux de Sandrine se remplirent de larmes, mais aucune ne coula. « Il y a quelqu'un au-dessus de vous qui me regarde. » Valérie ricana, « Ah oui? Qui donc? » Dieu. La vérité. Et elle s'éloigna, droite, fragile mais invincible. Elle ne savait pas encore que cette nuit-là, quelque chose, quelque part, allait se rompre pour de bon. 2 heures du matin. Le silence avait une densité presque irréelle, comme si la maison elle-même hésitait à respirer. Les caméras étaient hors service, l'alarme soigneusement désactivée, et un souffle glacé s'infiltrait à travers les couloirs, soulevant à peine les rideaux. Sandrine, assise au bord du petit lit, observait le visage pâle de l'enfant endormi. Chaque respiration fragile lui paraissait un compte à rebours. La poignée de la porte tourna lentement, grinçant dans la pénombre. Manon, la jeune nounou, entra, les traits tirés, tenant un biberon à la main. Dans la poche de sa blouse, un instrument dépassait à peine, scintillant sous la faible lumière. Sandrine se leva d'un geste calme, mais ferme. « C'est moi qui vais lui donner, » dit-elle d'une voix basse, sans colère, mais chargée d'une détermination nouvelle. Manon blêmit. « J'ai reçu des ordres de madame. »« Oui, » répondit Sandrine, « mais c'est madame qui vous paie. »« Qui paiera votre conscience, Manon ?» Le regard de la jeune femme vacilla. Ses doigts tremblaient autour du biberon. « J'ai besoin de cet argent, » murmura-t-elle. « Et si c'était votre propre enfant ?» souffla Sandrine. Un silence lourd tomba. Les mains de Manon lâchèrent le biberon. Il roula au sol, s'immobilisant sur le tapis. Sandrine sortit lentement son téléphone et enclencha l'enregistrement. Manon parla dans un souffle brisé, « Ils m'ont demandé d'augmenter ce soir. Pour en finir vite. » Le bébé pleura soudain, un cri aigu qui fendit la nuit comme une alarme d'instinct. Sandrine le prit contre elle, sentant son cœur battre à travers la couverture. Elle descendit l'escalier en courant, ses pas étouffés sur le parquet. Dans le hall, une silhouette l'attendait, Nicolas. Une ombre haute, glaciale, dont le sourire rappelait celui d'un prédateur sûr de sa proie. Il tenait la clé de l'alarme d'une main, des liens en plastique de l'autre. « C'est fini pour vous, ma petite dame, » murmura-t-il, faussement aimable. Sandrine recula d'un pas, serrant le bébé contre elle. « Si vous me touchez, je crie. Toute la maison se réveillera. Personne ne vous entendra. » Il s'approcha. Elle, sans réfléchir, plongea la main dans la poche de son tablier et sortit une petite clé USB noire. « Mais le juge, lui, m'entendra. » Le regard de Nicolas se figea. « Où avez-vous eu ça ? » « Dans votre cachette, derrière le tableau du bureau. » Un juron franchit ses lèvres. Il avança brusquement, mais Sandrine esquiva d'un mouvement vif. Dans son geste de panique, elle brandit le biberon et frappa à l'aveugle. Nicolas porta la main à son visage, étouffant un cri rauque. La douleur le fit reculer. Le bébé pleurait de plus belle, et le vacarme éveilla la maison entière. Quand la lumière jaillit, les vérités se dénudèrent. Valérie apparut en haut de l'escalier, somptueuse même à 3 heures du matin, sa robe de chambre en soie épousant sa silhouette, son maquillage encore impeccable. « Mais enfin, que se passe-t-il ici » dit-elle d'une voix mielleuse.
Sandrine la fixa, droite, le regard brûlant. Votre petit théâtre vient de tomber, madame. Elle appuya sur « Play ». Des voix s'élevèrent, celle de Manon tremblante, celle d'un médecin complice, les montants des virements, les dates, les instructions, le mot « plan ». Tout. Stéphane surgit, les cheveux en désordre, le visage décomposé. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Valérie tenta de s'approcher. Mon amour, ne l'écoute pas, elle a perdu la tête. Nicolas, livide, tenta, ce sont des mensonges. Tout ça, c'est un montage. Le bébé toussa, un son faible, mais suffisant pour faire taire tout le monde. Stéphane le regarda, puis Sandrine, puis les deux coupables. Et, dans ce silence suspendu, il fit son choix. Sandrine s'approcha du bureau, ouvrit un tiroir, et posa un à un les biberons dupliqués, les photos, les copies d'écran des virements. Le testament que vous avez signé est faux, dit-elle d'une voix ferme. Votre signature ne correspond pas. Le médecin n'en est pas un, et le tampon officiel se trouve dans la boîte à gants de votre voiture. Le visage de Nicolas se crispa. Valérie eut un rire nerveux. C'est ridicule. Vous inventez un roman. Mais Sandrine joua sa dernière carte, Manon, qui se tenait derrière la porte, entra, les yeux rougis. Parlez, Manon. Et la jeune femme raconta tout, d'une voix tremblante mais libérée. Stéphane chancela. Le monde qu'il croyait solide se fissurait. Avant qu'il n'ait pu reprendre la parole, des sirènes retentirent à travers le portail. Qui a appelé la police, demanda-t-il. Moi, répondit Sandrine calmement. J'en ai assez d'être invisible. Mais le vrai renversement ne fit que commencer. Au commissariat, la docteure Sylvie Fournier fut la première à avouer. Les enquêteurs confirmèrent les tampons, les transferts d'argent. Nicolas tenta de rejeter la faute sur Valérie, tandis que cette dernière se présenta en victime d'une conspiration domestique. Stéphane, lui, resta muet. Il ne voyait qu'une chose, son fils, dont la santé se rétablissait peu à peu, nourri cette fois d'un amour sincère et d'un lait enfin pur. Quand le commissaire Jean Legrand posa sa question sur le testament, Valérie esquissa un sourire parfaitement maîtrisé, celui qu'on réserve aux dîners mondains. C'était uniquement pour protéger le patrimoine de mon beau-fils, répondit-elle d'une voix calme, presque douce. Mais le mot beau-fils fendit l'air comme une lame invisible. Le commissaire tourna lentement une page du dossier, le bruissement du papier résonnant dans la pièce silencieuse. C'est étrange, dit-il, parce que dans ce document, l'enfant n'hérite de rien. Le silence se fit plus lourd, presque tangible. Sous les néons froids du commissariat, le masque impeccable de Valérie se fissura. Son regard glissa vers la fenêtre, comme si elle cherchait une issue. À cet instant, Pierre Bernard, l'expert mandaté, prit la parole. Sa voix neutre ne laissait place à aucune émotion, signature fausse. Tampon contrefait. Les virements provenaient du téléphone de Nicolas, connecté au Wi-Fi de la maison. Il fit une pause, puis ajouta, et sur la clé USB. Les métadonnées révèlent le nom complet et le numéro de sécurité sociale de la personne ayant monté les vidéos, Valérie Dubois. Un souffle glacé traversa la pièce. Pierre conclut simplement, un travail d'amateur persuadé d'être plus malin que les autres. Face à lui, Stéphane baissa la tête. Ses épaules, autrefois droites et fières, s'affaissèrent. Des larmes discrètes roulèrent sur son visage de celles que les hommes riches cachent derrière la dignité apprise. Sandrine, debout à ses côtés, posa une main respectueuse sur son épaule. « On vous a trompé au pire moment de votre vie », murmura-t-elle. Il hocha la tête, brisé, la voix tremblante, « Et vous, vous avez sauvé mon fils. » Pendant que tout le monde m'applaudissait pour rien. Mais la tempête ne faisait que commencer. Au milieu de la déposition, la porte s'ouvrit. Un homme entra, costume sombre, regard d'acier, mallette à la main. C'était Marc Moreau, avocat de la tutrice légale de l'enfant Isabelle, la sœur de la défunte épouse de Stéphane. Il apportait les résultats d'un audit mené par une ONG que sa sœur avait commencé à examiner avant sa disparition. Les documents révélaient des transferts de plusieurs millions d'euros vers une organisation fictive. Et la personne signant en tant que consultante bénévole ? Encore Valérie. Le puzzle prenait forme. Isabelle soupçonnait depuis longtemps que la mort de sa sœur, survenue lors de l'accouchement, n'était pas un simple hasard tragique.
Un détail glaça l'assemblée, le nom de l'anesthésiste figurant sur le rapport médical était identique à celui qu'on avait vu sur le porte-clés retrouvé dans la voiture de Nicolas. Tout se mit à tourner autour de Stéphane Lassalle, les visages, les années d'illusion. Le plan de Valérie remontait bien plus loin, une toile patiemment tissée, visant non seulement la fortune, mais aussi l'effacement de ceux qui aimaient véritablement cet homme. C'était la pièce manquante de l'échiquier. Lorsque le procureur Henri Roussel demanda la mise en détention provisoire de Valérie et Nicolas, le juge Michel Garnier posa les yeux sur Sandrine. « Madame, si vous n'aviez pas vu ce que personne ne voulait voir, cet enfant. » Peut-être. Sa voix se brisa. Dehors, les journalistes attendaient, micro tendu, avides de vérité. Dedans, la justice, enfin, reprenait son souffle. Plus tard. Stéphane demanda une protection officielle pour Sandrine et lui proposa un poste stable, gouvernante principale de son fils. Un salaire digne, les études payées pour son propre enfant, une maison sûre. Elle répondit sans hésiter, d'une voix ferme, habitée d'une douceur simple, « Je veux juste qu'il vive. Le reste. La vie s'en chargera. » Le bébé but son lait avec énergie, puis leva les yeux vers elle. Un sourire édenté illumina son visage, et sa petite main attrapa le doigt de Sandrine, comme s'il la choisissait lui-même pour gardienne. À cet instant, tout semblait se figer. La lumière du matin entrait doucement par la fenêtre, caressant le visage de l'enfant. Et moi, narrateur de cette histoire, je vous le dis, ne sous-estimez jamais ceux qui nettoient l'extérieur mais savent regarder à l'intérieur, car certaines victoires n'ont pas besoin de trophées, elles se gravent dans les âmes. Alors dites-moi, à quel moment votre cœur a-t-il battu le plus fort ? Quand la vérité a éclaté ? Quand Sandrine a tout affronté seule ? Écrivez-le en commentaire, j'adore lire vos émotions. Et si cette histoire vous a donné des frissons, partagez-la avec quelqu'un qui doit se rappeler que même les personnes les plus simples peuvent changer un destin tout entier. Parce qu'au fond, celui ou celle qui nettoie le sol est parfois celui ou celle qui sauve une vie.